Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Insécurité, déplacement forcé des populations, comment y faire face? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. À la date du 28 août 2022, le Mali enregistrait près de 365 000 déplacés internes et plus de 170 000 réfugiés selon les autorités de la transition. L'insécurité continue de pousser à ce jour de nombreux Maliens à fuir leur localité. Quelle analyse de cette situation et les initiatives pour y faire face? Comment renforcer ces mesures pour un Mali stable? Studio Tamani aborde ces questions avec nos invités, Dr Mariam Sidibé, chercheur, Joseph Boniface Camara, doctorant en sciences politiques à l'Université de Bourgogne, Farouk Ag Fakana, maire de Telatay au téléphone. Je suis Imrana Kilomaya, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Face à la menace croissante des actes terroristes, le général de division El Hadj Ag Gamou appelle certaines populations de certaines localités du nord de se rapprocher des villes de Gao et Ansongo. Les détails avec Amsatou Touré. Après l'appel du général de division El Hadj Ag Gamou ce mardi, plusieurs dizaines de personnes des villages de Djebok, Anchawadj, Tigérissène, Samet et Aïna se sont déplacés. Dans son message en langue tamashek de 3 minutes, le général El Hadj Ag Gamou a déclaré que nous voyons qu'il n'y a pas de force armée ni aucune entité pour garantir la sécurité des populations dans ces zones. C'est après l'analyse de cette situation que j'ai pris cette décision appelant ces populations à trouver refuge dans un lieu sûr. Selon le général El Hadj Ag Gamou, les ennemis se préparent ardemment pour prendre le contrôle de toutes ces zones avant de notifier qu'il n'y a plus aucune force d'intervention ou une quelconque force qui peut les intimider. Une situation qui crée désormais une inquiétude dans les zones en proie à l'insécurité. Ce message intervient au moment où le village de Talatay, toujours au nord du pays, est tombé sous le contrôle de l'EIGS. Par ailleurs au centre, le poste de contrôle de Dialabougou de Ségou sur la route de Bla a été ce mardi la cible d'une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés à bord de 3 motos. Le bilan fait état de 2 blessés dont un civil et un douanier et une voiture calcinée. Après des tirs nourris, les assaillants ont reculé. Un dispositif de ratissage a été déployé. Les autorités locales de Ségou se sont rendues sur les lieux. Elles ont aussi rendu visite aux blessés à l'hôpital Nyanankorofomba. Docteur Mariam Sidibé, que pensez-vous de cet appel du général El Hadj Gamou? Je pense que c'est l'appel d'un homme inquiet, à juste titre d'ailleurs, parce que nous avons déjà depuis 2012 et bien avant des mouvements importants de population, à la fois sous le format de déplacés internes qui quittent les régions du nord Mali vers le sud, ou encore des réfugiés. Déjà, vous avez annoncé des chiffres qui sont malheureusement constants depuis déjà 10 ans, voire en évolution, où nous avons un nombre important de réfugiés maliens, que ce soit au Burkina, que ce soit en Mauritanie, que ce soit au Niger, que ce soit en Algérie. Nous avons un chiffre quasi constant de réfugiés et de déplacés qui est de plus en plus croissant. Et c'est vrai que c'est le refuge ou la recherche d'un lieu d'asile est motivée par une recherche de sécurité. Cette population en proie à de nombreuses insécurités se trouve contraint de se déplacer et de trouver refuge dans les pays limitrophes du Mali. Et je pense que l'actualité doit être aussi marquée par cette visite du ministre de la Réconciliation à la tête d'une délégation importante, notamment au camp de réfugiés de Mbera, qui a plus de 10 ans d'existence déjà, à la fois pour présenter les messages des autorités de la transition aux réfugiés, tout en évoquant aussi les possibles pistes de retour de ces réfugiés, sachant que le retour de ces réfugiés est conditionné au règlement de la raison qui a poussé à leur départ, notamment les raisons sécuritaires dans cette zone, qui sont leurs localités d'origine. D'accord. Boniface, elle parle d'un appel d'un homme inquiet. Que pensez-vous également de cet appel?
Alors, je viens de la région, j'étais à Gao il y a à peu près une dizaine de jours. J'étais aussi à Kidal. C'est tout à fait vrai. Enfin, vers l'aéroport de Gao, il y a un afflux de réfugiés venant de la région de Ménaka. Donc le général Gamou, bien évidemment, il est inquiet pour les populations de la zone, en fait. Mais je crois que ce qu'il faut comprendre peut-être, c'est que ce qu'on fait, ces attaques terroristes, en fait, cachent tout simplement un conflit intercommunautaire et intracommunautaire, en fait. En fait, c'est que les communautés, qui ont pris, on va dire, il y a les Daoussak d'une part, et aussi il y a les Peuls d'autre part, en fait. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont rejoint les IS, en fait. Il suffit juste de regarder le caractère un peu politique aussi de ces attaques, en fait, terroristes, en fait. Et d'ailleurs, je profite pour dire que le terrorisme au Sahel est un terrorisme politique. Parce que ceux qui luttent contre les terroristes font de la politique. Et ceux qui commettent des attaques terroristes aussi font de la politique. Notamment, il suffit juste d'analyser les choix. Voilà. Monsieur le maire, vous êtes à Gao actuellement. L'appel du général Gamou est-il senti sur le terrain? Oui. Monsieur le maire, vous êtes avec nous? Je suis avec vous. Voilà, je disais... L'appel d'Alhaj Gamou est très nécessaire parce que vraiment, c'est quelque chose qui se dit même avant qu'Alhaj Gamou ne l'a pas dit. Hein? Maintenant, notre crainte, les terroristes vont venir attaquer même Gao. Quand ils viennent à Gao, où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va se réfugier encore? Donc, vous craignez que le terrorisme vienne à Gao? On craint que ça vienne à Gao. Ça qu'on pense, où est-ce qu'on va aller après Gao? Parce que j'ai entendu ici, ce que j'ai entendu ici, c'est rien de vérité là-dedans. Parce que celui qui dit une centaine de motos, c'est pas vrai. C'est des centaines de motos. Alors aujourd'hui, comment la situation se comporte à Talatay? Talatay vraiment est bien de sa population. Il y a même pas, d'après quelqu'un, même les oiseaux ont commencé à partir. Même les bagages qui sont là-bas, on n'a pas pu les récupérer. Les restes de nos bagages qui n'ont pas été emportés, on n'a pas pu les récupérer. Combien de personnes se sont déplacées à ce jour? Vraiment, le nombre est inestimable. Pourquoi? Parce que d'autres sont partis à Kidal, d'autres sont partis à Tezawaten, d'autres sont partis en Algérie, d'autres sont restés en Brousse là-bas, d'autres sont à Gao. Mariam, vous venez d'écouter le maire de Talatay. Quelle analyse faites-vous de cette situation sur place à Talatay? Il est compliqué à ce niveau d'avoir des chiffres exacts de nombre de déplacés. Parce que là, pour qu'on ait des chiffres, il faudrait-il qu'il y ait des statistiques officielles dans l'urgence. On ne peut pas avoir ces chiffres. Et aussi, il faut comprendre que quand il y a ces mouvements de population, il y a une partie qui cherche asile dans les pays limitrophes, que ce soit là, en l'occurrence, le Niger, l'Algérie, la Mauritanie ou le Burkina, ou encore dans d'autres villes les plus proches pour avoir sous forme de déplacés internes. Mais là, à ce moment-là, c'est un peu compliqué d'avoir des statistiques officielles. Toujours est-il que l'urgence et la dégradation de la situation sécuritaire motivent le déplacement de ces populations. On ne peut pas garantir une population, on ne peut pas demander à une population de rester sur place quand elle se sent prise entre deux feux, que ce soit le feu des mouvements terroristes, que ce soit le feu de l'armée nationale du Mali. La population se trouve prise au piège et n'a d'autre issue que de prendre la route. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle parce que là, l'actualité ou la situation sécuritaire et politique fait qu'au Mali, les 10 dernières années, les vagues de migration ont été les plus importantes. Mais il ne faut pas oublier que le Mali a connu d'autres migrations aussi. Des années 60 à aujourd'hui, il y a eu plusieurs vagues de migration, que ce soit pour des raisons
sécuritaires, que ce soit pour des raisons politiques, que ce soit pour des raisons alimentaires, nous avons toujours eu des vagues de déplacement de population. Et là, malheureusement, ces chiffres sont une fois de plus des plus alarmants. Malgré qu'on n'ait pas de statistiques officielles, on se rend compte que certains villages sont carrément vidés de toute âme. Et cela, c'est du terrain perdu, en fait, à la fois pour les organes étatiques, à la fois pour la population. Donc, je pense que cet appel est bien fondé. Il y a une urgence qui est là, une urgence humanitaire qui est là, une urgence sécuritaire qui est là, dont on ne peut pas faire, en fait, abstraction à la situation actuelle. Et le témoignage du maire est assez édifiant parce qu'il dit que même les biens sont laissés sur place. Donc, c'est des nouvelles populations qui viennent gonfler des rangs existants déjà de déplacés, des rangs existants de réfugiés, et dont l'État n'arrive pas d'abord à trouver des réponses adéquates. C'était d'abord une situation provisoire des premiers camps de réfugiés qui sont formés aux alentours de 2010, 2011, 2012, mais de cette situation provisoire, ça a tendance à être de 10 ans. Donc, c'est de nouveaux réfugiés qui viennent s'ajouter à d'autres réfugiés qui ont déjà plus de 10 ans d'existence. Donc, c'est un problème en accroissement dont je pense que d'autres structures des Nations Unies ou autres ONG avaient déjà tiré la sonnette d'alarme, et c'est déjà une urgence absolue dont il faut nécessairement tenir compte. Al-Hadji Gamou, dans son message, a indiqué qu'il n'existe aucune force ou aucune entité qui peut intimider ces terroristes. Est-ce à dire que c'est un terrain perdu pour l'armée? Je ne m'aviserai pas à dire que ce soit un terrain perdu pour l'armée, parce que quoi qu'il en soit, je pense que nous avons maintenant de communiqués récurrents de la part des services de presse de l'armée. On peut peut-être s'attendre les prochaines heures d'avoir un communiqué officiel de l'armée sur la situation. Je ne pense pas qu'il y ait un abandon total. Peut-être que c'est spéculé à ce moment-ci de dire que oui, l'armée a totalement perdu cette zone, mais c'est vrai qu'il y a une urgence qui est là, une urgence sécuritaire, une urgence humanitaire, mais je pense qu'il faudra s'attendre à un communiqué officiel de la part des autorités de la transition face à cette situation pour pouvoir tirer les premières leçons. Quand Al-Hadji Gamou disait qu'il n'y a personne sur qui il faut compter, qu'est-ce que cela sous-entend? Alors, en fait, la situation est complexe. En fait, l'armée ne peut pas se disperser. En fait, les années précédentes, en fait, ça a été l'erreur fatale de l'état-major malien, en fait, en mettant tout simplement des hommes qui ne sont pas bien protégés, en fait. Enfin, on va dire des petites unités. Ça ne peut pas se faire maintenant de la sorte, en fait. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut examiner le problème, en fait, parce que c'est d'abord un problème intercommunautaire et intracommunautaire, en fait. Si vous regardez les ISS, ce qu'il faut remarquer, c'est que les ISS ne ciblent que quelques communautés. En fait, c'est le caractère, je vais dire sélectif des attaques, mais aussi ethnique, en fait, des attaques. C'est ce qu'il faut bien regarder. Vous allez regarder la région de Kidal, par exemple, c'est calme. Il n'y a rien. Pourquoi maintenant la région de Ménaka? C'est la question qu'il faut peut-être examiner, je vais dire, avec attention. Donc, cet appel, pour moi, c'est salutaire, en fait. C'est la meilleure façon aujourd'hui de protéger les populations civiles, en fait. Et quant au redéploiement de l'armée, je crois que ça va se faire. Mais il faut bien préparer, en fait. Parce qu'on ne peut pas mettre des hommes, je vais dire, sans prendre des précautions, puisque l'État malien a perdu beaucoup de soldats. Dans votre introduction, vous avez dit que ceux qui font ces attaques font également de la politique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Attaquer, ça veut dire faire de la politique? En fait, le terrorisme au Sahel, c'est un terrorisme politique. Je m'explique. Si vous regardez les différents groupes terroristes, vous allez constater que ceux qui luttent contre ces groupes terroristes font de la politique. En fait, c'est qu'ils ciblent généralement que quelques groupes terroristes. Je donne l'exemple de l'armée française, par exemple. L'armée française, au Mali, elle a essentiellement ciblé deux groupes. L'État islamique au Grand Sahara, les ISS, et AQMI, puisque c'est conforme aux intérêts stratégiques de la France, en fait. Et ce sont ces deux groupes terroristes qui constituent des menaces pour les intérêts stratégiques de la France et géopolitiques de la France. Par exemple, les ISS, comme son nom l'indique, État islamique au Grand Sahara, donc l'État islamique a des projets, on va dire, transnationaux. Donc il n'y a pas que le Mali, il y a le Niger. Et au Niger, vous savez très bien qu'il y a les mines d'uranium qui sont vitales pour
pour la France. Et si vous regardez AQMI également ne prend en otage généralement, je précise bien, que des Français. Donc vous voyez un peu le problème. Et si vous regardez l'État malien aussi a relâché des terroristes en fait, qui ont été capturés par la France. Je peux vous citer un boucher, un monsieur qui faisait partie du Moujiao, du mouvement pour l'unicité du Guade en Afrique de l'Ouest. Vous savez très bien que ce monsieur qui a créé un mouvement arabe de l'Azawad pour au Mali, le monsieur, il a été, on va dire, capturé par l'armée française, mais relâché plus tard par les autorités maliennes. Pourquoi ? Parce qu'il est le fondateur d'un mouvement arabe pro-Mali. Et alors qu'au moment de l'occupation de Gao, il s'est quand même illustré. Monsieur Ould Daha, je précise. Monsieur le maire, vous êtes à Gao actuellement. Dites-nous dans quelles conditions aujourd'hui se trouvent les déplacés de Talatay. Aujourd'hui, actuellement, nous avons une bonne partie des déplacés de Talatay. Nous avons à Gao. Hein? Et les déplacés s'ajoutent de jour en jour. Hein? Mais cela n'empêche que d'autres sont partis même en exil. Ah, je me demande, les déplacés, est-ce que Gao et Ansango peuvent supporter tous les déplacés là? Je ne le crois pas. Parce que même les déplacés qui sont venus avant ça, c'est une partie seulement qui est prise en charge par les partenaires ou par l'État, je ne sais pas. Hein? Une partie n'est même pas assistée jusqu'à présent. Ah, une bonne partie quand même, ça y est là, ça y est à Gao. Donc la partie qui est à Gao a été assistée. Oui, on est en train de voir aucune assistance d'abord, mais quand même, les partenaires sont là en train de recenser, en train d'enquêter, en train de faire toutes choses. Ah, ça va venir après, mais rien n'est arrivé encore. Ils sont logés actuellement où? À l'air libre ou quelque part? À l'air libre, même si tu viens tout de suite, tu vas trouver d'autres soleil. À l'air libre. Il y a des petits arbustes. Hein? Devant le commissariat, la direction régionale de la commissariat, ils sont là-bas, ils sont entassés là-bas. L'inquiétude de monsieur le maire, comme il l'avait évoqué auparavant, c'est que les terroristes peuvent venir à Gao et attaquer eux, alors qu'eux, ils sont venus se réfugier à Gao. C'est la crainte qui est là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'armée est en mesure d'apporter la sécurité dans la ville de Gao? Déjà, ce qu'il faut retenir de l'intervention du maire, c'est qu'il y a une faible réponse, voire pas du tout réponse de l'État dans la prise en charge de ces personnes déplacées. Il faut comprendre que l'État a toujours eu historiquement de faibles réponses aux besoins posés par les déplacés et les réfugiés. Les réponses de l'État ont toujours été faibles, voire presque inexistantes dans certains camps de réfugiés. Et là, il y a d'abord cette situation d'extrême précarité où on demande le minimum d'assistance qui est l'accès à l'eau, l'accès à l'alimentation ou l'accès à des habitats, ne serait-ce que des habitats temporaires que cette population n'a visiblement pas aujourd'hui. Et dire que oui, il y a un risque, oui, il y a un risque parce que déjà, il y a un cantonnement de plusieurs personnes déplacées au sein d'un petit espace. Et là, nous n'avons pas l'assurance que toutes ces personnes déplacées soient réellement des personnes déplacées. Ces personnes déplacées peuvent en fait avoir à leur sein certaines cellules dormantes de ces groupes. Donc, il y a un réel danger déjà quant au cantonnement de cette population. Donc, on ne peut pas à ce niveau savoir qui est réellement déplacé, qui est réellement réfugié, qui ne l'est pas. Donc là, il y a dans ce doute, ça laisse la porte à beaucoup d'infiltration de ces cellules ou de ces groupes armés au sein de cette population. Et là, dire que l'armée est en capacité ou pas en fait de sécuriser cette population, je pense qu'une fois de plus, l'idée n'est pas d'évaluer cette capacité d'abord de l'armée parce que quoi qu'il en
en soit, le besoin sécuritaire, c'est ce qui est attendu de l'armée. C'est leur mission de sécuriser. Donc la question pour nous ne se pose même pas de leur capacité. Ils ont un devoir de sécurisation de cette population. Ils ont un devoir de sécurisation du territoire qui se donnent les moyens de le faire. Et je pense qu'une fois de plus, on attend jusque-là un communiqué officiel sur la situation. Sauf erreur de ma part, nous n'en avons pas jusqu'ici. La direction régionale du développement social, la direction nationale du développement social a indiqué qu'au niveau de Ménéka, il y a plus de 65 000 déplacés. Comment y faire face à ces déplacés-là qui sont en train de gonfler les rangs actuellement? Je pense qu'il y a des mesures d'urgence qui s'imposent dans les premiers jours de déplacement. C'est ce que je dis. En fait, il faut d'abord sécuriser la zone, essayer de contrôler les mouvements d'aller-retour de part et d'autre parmi cette population, essayer d'apporter l'assistance humanitaire de base. Ça suppose avoir de l'eau, avoir un point de santé, avoir l'accès à l'alimentation et surtout avoir accès à des habitats ne serait-ce que temporaires. Dans l'urgence, il faut nécessairement prendre en charge aussi les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes. Donc il y a tout un tas de mesures d'urgence qui s'imposent. Et il faut comprendre aussi que nous avons une particularité, c'est que souvent les lieux d'exil ne sont pas des lieux qui sont méconnus de ces populations déplacées. Généralement, il y a une solidarité locale qui se forme. Souvent, on peut trouver qu'il y avait des relations de commerce, de cousinage, de mariage entre ces personnes déplacées et celles des localités qui les hébergent. Donc généralement, les premières formes d'assistance sont apportées par les populations locales, mais la complexité dans cette situation, c'est que cette population locale elle-même, elle est en situation d'extrême fragilité et ce qui fait que ses réponses sont très faibles. Je pense qu'il y a urgence d'interpeller les autorités maliennes sur cette situation, il y a urgence d'interpeller les autorités humanitaires aussi, les humanitaires de manière générale sur cette situation afin qu'on puisse apporter les premières mesures nécessaires. Sachant que la complexité aussi des humanitaires, pour ce qui est l'évolution des humanitaires sur ces terrains, c'est l'incidence sécuritaire. Tant que l'incidence sécuritaire est assez élevée, ces humanitaires auront beaucoup de difficultés à se déployer et à déployer l'aide première urgence pour ces réfugiés et déplacés. Afana aussi, le service social du développement, le service du développement social explique qu'il y a une absence des humanitaires. Les sites à prendre en compte deviennent-ils trop pour les différents acteurs qui interviennent dans ce domaine? En réalité, ce n'est pas surprenant en fait la situation parce qu'il y a toujours un manque d'anticipation des autorités en fait au Mali. Que ce soit sur le plan humanitaire, que ce soit sur le plan sécuritaire, puisque, la dégradation de la situation dans la région de Ménaka était tout à fait prévisible. En fait, ils n'ont pas pris les mesures idoines à temps. En fait, il faut être proactif, en fait. Je crois que c'est ce qui manque à nos autorités. Alors, est-ce dans ces conditions, le retour des déplacés est-il envisageable? En fait, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible, en fait. Parce qu'il faut d'abord régler la question sécuritaire, en fait. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, c'est impossible, en fait. Puisque les populations, quand même, sont à la recherche, je vais dire, de la sécurité. Puisque c'est même une besoin première des populations aujourd'hui. Ils ne demandent pas forcément de l'aide alimentaire. Ils demandent d'abord de la sécurité et ensuite, peut-être l'aide alimentaire et autres. Donc, vous estimez que la situation sécuritaire s'est améliorée ou elle s'est détériorée? Non, elle s'est dégradée en fait. Et elle risque de se dégrader davantage puisque, je vous dis que le problème qu'il y a, c'est un problème qui est à la fois politique, mais aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi géopolitique en fait. Tant qu'on ne comprend pas cela, il n'y a pas de solution rapide en fait. Il faut d'abord régler, puisqu'il y a un aspect politique, je vous dis, c'est qu'il y a un conflit intercommunautaire et intracommunautaire qui cache en fait, si vous voulez, les attaques caractère terroriste en fait. Pour moi, c'est d'abord intercommunautaire et intracommunautaire avant des attaques terroristes. Dans cette lutte contre le terrorisme, qu'est-ce qui s'est amélioré? Alors, en fait, c'est que l'armée malienne, il y a eu beaucoup de changements, en fait. C'est que l'armée malienne n'est plus acculée comme avant, ça c'est clair. Les terroristes, ils prennent plus les bases militaires, en fait, comme ils le faisaient avant. Le vecteur aérien a changé beaucoup de choses, en fait. C'est une armée en pleine convalescence, il faut le dire.
Bien évidemment, ça va prendre du temps, puisque le Mali vient de très 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 loin. Rappelez-vous quand même des vidéos qui datent de 2012 où des soldats maliens, en manque de munitions, s'entraînent en fait. Et la vidéo a fait le buzz à l'époque. Donc, on revient de très très loin et c'est une reconstruction qui est lente, mais il y a une montée en puissance de l'armée en fait. C'est indéniable. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant face au désespoir que vous venez d'évoquer? Monsieur le maire, vous êtes là? Je suis là. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais vous adresser la question. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne sait pas que faire. Hein? Nous, on va continuer à courir jusqu'à finir. Hein? Même ici, si on nous cherche, on va continuer à courir. On ne sait même pas où est-ce qu'on va. Hein? Le paix de sécurité qui est là à Gao, on va se mettre à ça en attendant. Sinon, la crainte n'est pas finie. Hein? Il est très fort possible qu'ils attaquent Gao. Et le nombre qui a été dit à Téléthé, si ça vient à Gao, hein? Et je me demande si Gao même va résister. Hein? Parce que Téléthé a résisté depuis des années. C'est quand Téléthé est tombé, Téléthé Gamou a dit que tout le monde n'a qu'à quitter. Hein? Maintenant, moi, je vous demande, vous, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord. À vous entendre, ça veut dire que vous voudriez que l'armée intervienne le plus tôt possible pour empêcher à ce que la ville de Gao aussi soit attaquée. Il faut remplacer la ville de Gao. Si on peut amener la sécurité en dehors de Gao, on l'amène. Hein? Si on a eu la sécurité aujourd'hui, on rebrousse chemin. On va rentrer chez nous. Hein? Sinon, nous, on a appelé. On ne sait même pas qui il faut appeler. On sait qui il faut appeler, mais on a appelé jusqu'à fatiguer. Hein? Les gens aussi ont appelé en dehors de nos appels. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? On va poser cette question-là. Mais la question-là, c'est à nous tous. Nous et vous qu'il faut adresser cette question-là. L'inquiétude également de Dr Mariam Sidibé, ce qu'il y a un doute, est-ce qu'on a la certitude qu'il n'y a pas de cellules dormantes parmi les déplacés qui sont venus de Talatay? Non, les déplacés, ils sont venus trouver Gao, c'est pourri des trucs là, c'est pourri pendant des années. Hein? La raison est que tout chacun qui fait mouvement, hein? On va l'attendre sur la route. Hein? Ils ont l'information partout. Gao est bourré. Certains le connaissent, certains ne le connaissent pas. Hein? Hein? Il n'y a pas de cellules dans les réfugiés là. Même si tu les habites, tu vas savoir qu'il n'y a pas de cellules. D'accord. Docteur Mariam, est-ce qu'on peut dire on peut considérer que c'est une alerte qui vient d'être donnée à l'armée malienne? Déjà, en fait, il faut comprendre ce que M. Camara disait tout à l'heure, l'anticipation. Nous sommes sûrs que la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour dans ces zones. Et l'impact direct, c'est le nombre de déplacés et de réfugiés de plus en plus croissant. Donc ça, ce n'est que les premières vagues de nouveaux déplacements. Et il y en aura d'autres qu'on va forcément enregistrer les jours, les semaines à venir. Donc déjà, il faut essayer d'apporter les réponses adéquates à ces niveaux-là. Dire que déjà que qu'on sera surpris des vagues de déplacement. Non, on ne sera pas surpris des vagues de déplacement. Et là, l'autre chose importante que je voudrais aussi attirer l'attention, c'est que la réponse militaire dans ces situations n'est pas seulement suffisante. L'armée ne sera pas appelée à donner une réponse seule militaire. Il faut aussi d'autres réponses que la réponse militaire dans ces zones-là. Les populations ont un besoin d'État qui est là. Elles ont un besoin de sécurité. Elles ont besoin d'accès aux services sociaux de base. L'armée doit à la fois
pouvoir répondre aux besoins sécuritaires et tout autre type de besoins que posera cette population, notamment humanitaire. Sachant qu'il parle d'une sorte de lassitude de la population, d'une sorte d'absence de l'État et d'absence même des structures humanitaires. Ces structures humanitaires, rappelons-le, ne peuvent pas évoluer tant qu'il n'y a pas la sécurité. Donc il y a tout un ensemble de variables dont il faut nécessairement tenir compte dans cette situation. Et là, le plus difficile est une fois de plus sécuriser cette zone. Vous avez indiqué que la déclaration de Al-Hadji Gamou est salutaire. Est-ce à dire que ça laisse la place à un espoir? Je n'ai pas parlé de cette déclaration salutaire ou pas. J'ai dit, si je me rappelle bien de mes propos, que ce sont les propos d'un homme inquiet. Okay. Un homme inquiet, et rappelons-le aussi, qui est porteur d'uniforme, donc qui est peut-être au cœur de tout ce processus. Donc la décision, qu'elle soit salutaire ou pas, là, n'est pas la question. La question, c'est qu'il y a une sonnette d'alarme qui est tirée, et cette sonnette d'alarme, c'est peut-être celle du général Gamou qui résonne le plus. Mais avant cette sonnette du général Gamou, il y a eu tout un appel des humanitaires qui étaient là, qui ont tiré les sonnettes d'alarme, qui ont attiré l'attention à la fois nationale et internationale sur ces déplacements de population. On a parlé tantôt des rapports de ce qui sont parus, je pense, il y a quelques heures, qui dénotent de la situation catastrophique dans cette zone. Mais sauf que peut-être qu'un rapport présente très peu d'intérêt pour la population par rapport à ce qu'une personnalité comme le général Gamou peut faire comme appel. Plus de 365 000 déplacés internes enregistrés au Mali et plus de 170 000 déplacés réfugiés à l'extérieur du pays. Alors que ces derniers temps, l'armée malienne continue de communiquer sur certaines opérations. Et quel impact a ces opérations? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui affirment en fait, que l'armée malienne monte en puissance n'ont pas tout à fait tort. En fait, ceux qui affirment aussi que les groupes terroristes, notamment les ISIS, montent en puissance, n'ont pas tout à fait tort non plus. Je m'explique. En fait, c'est que je viens de dire tout à l'heure que l'armée malienne vient de très très loin. En fait, en 2012, il y avait à peu près 7 000 hommes et seulement 3 000 étaient en mesure de se battre. Et aujourd'hui, on a 44 000 hommes. L'armée malienne n'avait pas de munitions, en fait. Et aujourd'hui, l'armée malienne a réceptionné du matériel militaire. Et donc, c'est une armée qui est en train de s'aguerrir. Ça va prendre du temps. Et ce que je vous dis aussi, je le répète, c'est que cette guerre que nous avons ici, c'est que c'est à un caractère politique. Il faut juste voir les cibles, en fait. C'est que, vous voyez, les groupes terroristes, ils ne ciblent que certains États et certaines entités. Je vous rappelle que le Mali a 2000 km de frontière avec la Mauritanie, plus de 1300 km de frontière avec l'Algérie. Vous voyez que dans ces zones, il y a des attaques, mais ces deux pays ne sont jamais touchés. Ça, c'est un exemple. Vous regardez aussi les groupes terroristes. Pourquoi ils attaquent dans certaines régions et pourquoi dans d'autres régions, il y a une accalmie. Par exemple, dans la région de Kidal aujourd'hui, il y a une accalmie. Pourquoi dans la région de Ménaka, il y a une résurgence des attaques terroristes, en fait. Il faut aussi avoir à l'esprit que les IGS commencent à monter en puissance parce que l'armée française est partie. Ça, c'est une donne fondamentale parce que c'est l'armée française a déstabilisé l'ISIS quand elle était là. Mais je vous dis que c'est conforme aux objectifs stratégiques de la France. Donc, ce qui veut dire que l'armée malienne ne pourra pas faire face à l'ISIS? Alors, l'armée malienne pourra faire face à l'ISIS à condition que nos autorités compétentes arrivent à désamorcer en fait les conflits interethniques et intra-ethniques qui sont aujourd'hui, on va dire, manifestes. Parce que, en fait, si vous regardez, l'ISIS est essentiellement constitué des gens de la communauté Peul. Il faut comprendre pourquoi ils ont pris les armes, en fait. Tant qu'on ne répond pas à ces questions-là, on ne va pas pouvoir trouver de solution. Et pourquoi certaines communautés Touareg sont attaquées et pourquoi pas d'autres? Toutes ces questions-là sont fondamentales, en fait. Tant qu'on n'examine pas soigneusement ces questions-là, mais on ne va pas pouvoir mettre fin, je vais dire, à ce conflit-là, en fait. Il faut travailler sur ça. Et je crois que c'est ça la faiblesse de nos autorités, en fait. C'est-à-dire, ils sont trop lents, on va dire, les autorités compétentes, que ce soit, on va dire, les autorités civiles qui accompagnent la transition, mais également les militaires, en fait. C'est-à-dire, il y a la lenteur de l'administration malienne fait en sorte que les groupes terroristes prennent toujours de l'avance. Sinon, on peut tout à fait
que ce soit au centre ou au nord, on peut tout à fait faire en sorte que les groupes terroristes ne puissent pas avoir de vivier pour recruter. C'est tout à fait possible. L'armée concentre ses opérations au centre du pays. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de reconcentrer ces opérations au sud, au nord du pays? Alors, en fait, dans la stratégie de l'armée malienne actuellement, c'est qu'il faut consolider le centre d'abord, avant de remonter au nord, en fait. Puisque, en fait, si vous suivez bien l'actualité, enfin, vous le savez très bien en tant qu'homme de presse, c'est que c'est au centre que l'armée malienne a subi le plus de pertes. Notamment les gens de Amadou Koufa. Amadou Koufa, il est lié à qui? Il est lié à Iyad Ghali. C'est pour ça que l'armée veut d'abord stabiliser la situation au centre, maîtriser la situation au centre, avant de remonter au nord. Puisque se disperser aussi, ce n'est pas sans risque, en fait. Mais pour moi, enfin, on peut tout à fait continuer à consolider les positions au centre, tout en continuant à se redéployer, notamment au nord, c'est essentiellement dans la région de Ménaka, en fait, qu'il y a des problèmes. C'est pour ça que je vous dis que c'est des problèmes d'abord qui sont intercommunautaires et intracommunautaires. En fait, les communautés qui n'acceptent pas de se soumettre aux groupes terroristes, ce sont ces communautés-là qui sont attaquées. La réalité, c'est ça, en fait. C'est des règlements de compte intercommunautaires et intracommunautaires. C'est très simple. Monsieur le maire, est-ce qu'au niveau des Talatais, il y a ce cas de problème entre les groupes terroristes et les populations? Effectivement, il y a ce cas. C'est la première des choses. Ce qu'il vient de dire, c'est ça. C'est ça exactement. Hein? La religion que les terroristes pratiquent, c'est là qui est contraire à ça. Là, je n'étais pas du tout d'accord avec cette religion. Qu'est-ce qu'ils demandent concrètement aux populations? Quand ils ont demandé la population, une grande partie des personnes qui ont refusé à quitter, n'ont même pas été approchés. C'est l'autre jour seulement qu'on a commencé. On les demande d'adhérer. Ils ont demandé aux populations d'adhérer à leur idéologie. Oui. Et c'est ce refus qui a amené ces attaques, selon vous? Oui, bien vrai. C'est ça. C'est ça. L'armée malienne avait affirmé avoir mené des frappes aériennes dans cette localité. Aujourd'hui, quel a été l'impact de ces frappes aériennes à Talatay? Vraiment, écoutez, dans mes premières interventions, j'ai démenti ces frappes-là. Il n'y a pas eu de frappes? Il y a eu des frappes. Hein? Mais c'est des frappes. On a frappé inutile. Ça n'a pas de sens. Je peux même montrer là où on a frappé. Ça n'a même pas essayé de pour traiter des terroristes. Hein? Et aucun terroriste n'a été subi à ces attaques-là. Hein? On ne comprend même pas quelle sorte de frappe ça. Quelle sorte de frappe ça. Hein? Mariam, à quoi faut-il s'attendre si cette insécurité persiste avec les déplacements? Déjà, il faut comprendre qu'il y a une sorte d'incompréhension. Quand vous dites que l'armée monte en puissance, en même temps, les populations continuent à se déplacer. Parce que là, la réponse militaire, quand il y a une réponse militaire, on frappe une zone, la population se trouve prise entre le feu. Elle n'est pas militaire, cette population. Elle ne peut pas rester dans les hameaux, dans les villages, en train d'assister aux frappes. Elle peut être victime de ces frappes. Donc, du coup, tant qu'elle se trouve au cœur de ces champs de conflit, elle va se déplacer. Tant qu'il y aura des frappes, que ce soit à la fois de l'armée, que ce soit des groupes armés non étatiques, cette population se trouve prise au piège entre deux feux et va toujours se déplacer. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, que les frappes doivent être une réponse, mais elle n'est pas la seule réponse
qu'il faut pour cette situation. La réponse militaire, elle n'est pas suffisante. Et tant que les frappes continueront à la fois de l'État ou des groupes armés étatiques, la population serait contrainte de se déplacer pour être le plus loin possible des champs de conflit. Et là, pour revenir un peu en arrière, je pense qu'il est important aussi de comprendre l'évolution du champ du conflit. Si au début de 2010-2011, les régions nord étaient l'épicentre du conflit, on se rendra compte que 10 ans après, c'est plus les régions du centre. Le conflit a évolué. Les acteurs du conflit ont évolué. Il y a une logique de refragmentation, de recomposition des groupes armés qui évoluent dans cette zone. Et il est compliqué d'avoir une cartographie figée à l'instant T de ces groupes armés. Donc, on est obligé de tenir compte aussi de cette refragmentation dans cette zone. Et rappelez-le, Ménaka a été le laboratoire de plusieurs actions militaires. Si Ménaka, qui a été le cœur de toutes ces actions militaires, se trouve aussi être l'une des plus grandes victimes, c'est la réponse comme quoi la réponse militaire n'est pas ce qu'il faut. Il faut apporter un autre type de réponse. Si les groupes armés arrivent à recruter encore parmi la population locale, parce que cette population locale n'a accès ni à l'éducation, ni à l'emploi, ni à toute autre forme de secours de cet État, et bien recourir à être recruté par un groupe armé, c'est aussi un instinct de survie qu'il est fait, à la fois pour prêter allégeance à ces groupes armés pour avoir la sécurité, parce que l'État ne peut pas délivrer ce service de sécurité, mais aussi pour avoir accès à une forme de stabilité économique. Donc il y a tout un ensemble de paramètres qu'il faut tenir compte, dire qu'aujourd'hui on va stopper l'hémorragie, on fera de sorte que ces groupes armés n'arrivent plus à recruter sur place la population locale, c'est d'abord trouver une réponse. Et malheureusement, tant que la situation sécuritaire va se dégrader, on aura de plus en plus de déplacés, on aura de plus en plus de situations humanitaires catastrophiques où l'État a peu de réponses de par la faiblesse de ses moyens à apporter. Et aussi, nous sommes dans une situation où beaucoup d'accords de partenariat sont inopérationnels actuellement au Mali. Ça fait des réponses en moins pour le besoin de prise en charge de ces populations, malheureusement. Camara, comment faut-il retrouver un Mali sécurisé et stable? Alors, il faut d'abord régler les problèmes, je répète, intercommunautaires, mais intracommunautaires en fait. Tout le problème, c'est là en fait. Et il faut aussi consolider l'État en fait. En fait, l'État du Mali, on peut même dire Comment régler ce problème communautaire, intracommunautaire? Alors, il faut que l'État d'abord se redresse en fait. À vrai dire, c'est que l'État malien était dans un état comateux. Disons clairement les choses en fait. L'État malien n'existait vraiment pas en fait. Et c'est maintenant que l'État commence à exister véritablement. En fait, pour s'en rendre compte, moi je viens de Kidal. De Gao, je vais dire de Gao jusqu'à Kidal, l'État n'existe pas. Tout le monde le sait. Et c'est pareil, le maire de Talatay, il vient de faire des témoignages. De Gao aussi à Talatay, quasiment l'État n'existe pas. C'est-à-dire l'armée est dans quelques villes en fait, dans quelques localités, dans quelques bases militaires. Et il faut que l'État existe, en fait. Sans cela, on ne va pas pouvoir venir à bout de ce problème-là. Et je vous dis, c'est que c'est un problème à la fois c'est une crise politique interne au Mali, une crise, je vais parler d'État, mais aussi il y a une dimension géopolitique, en fait. Je vous dis, je viens tout de suite de dire qu'il y a des États qui sont attaqués, il y a des entités qui sont attaquées et d'autres non. Il faut se poser la question pourquoi tel État ou pourquoi tel groupe, tel groupe communautaire n'est pas attaqué. Tant qu'on ne questionne pas tout ça, moi je crois on va essayer, on fait semblant, mais on ne va pas trouver de réponse adéquate en fait. Monsieur le maire, est-ce que vous estimez que les autorités actuelles peuvent relever le défi des questions sécuritaires? Vraiment, je ne peux pas répondre à cette question. Moi, je ne peux pas accuser l'État. Ça, c'est un problème qu'on dirait, si je parle là, je veux dire que ça dépasse même la compétence de l'État. Mais quand Maria m'a dit que la population entre deux pays sont obligées de se déplacer. La population, c'est la cible, même la première cible. La raison en est qu'on n'a pas épargné un vieillard, ni un handicapé, ni un malade, personne. Tout ce qu'on rencontre, on l'a pas. Mais on est obligé d'appeler toujours l'État, le gouvernement, l'État.
D'accord, merci monsieur le maire. On est obligé d'appeler l'État, toujours l'État. C'est sur ce mot que prend fin ce grand dialogue qui réfléchissait sur l'insécurité et le déplacement forcé des populations, comment y faire face. Nous étions avec Dr Mariam Sidibé, chercheur, Joseph Boniface Camara, doctorant en sciences politiques à l'Université de Bourgogne, Farouk Ag Fakana, maire de Telatei, qui était avec nous au téléphone, à la régie vidéo, Mamadi Keita, la mise en onde est assurée par Abdul Malik Almeimoun Maïga, à la coordination de ce débat, Mohamed Touré. Je suis Mirana Kilo Maïga. Chers auditeurs, téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez la possibilité de réécouter ce débat sur notre site web www.studiotamani.org. À demain. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.